Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le cancer du col de l'utérus continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire dans un silence encore trop fréquent. Chaque année, des milliers de femmes sont touchées par cette maladie, pourtant évitable, pourtant guérissable, lorsqu'elle est détectée tôt. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est aussi parce que le mois de janvier est connu comme le janvier sarcelle. Ce mois est dédié à la sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus, un moment important d'information, un moment important également pour prévenir et rappeler que le dépistage peut sauver des vies. Prévention, diagnostic précoce, prise en charge, ce sont les grandes questions que nous allons aborder dans cette émission. Nous avons 2 personnes ressources pour en parler, mais tout à l'heure, je vais vous les présenter. Mais juste avant, nous avons pour habitude de vous proposer un élément de reportage. Cette fois-ci, c'est une immersion reportage en compagnie d'une brave dame qui est en rémission du cancer du col de l'utérus, et c'est signé F. Bouy. Jeanne Kwaku, commerçante, 43 ans, mère de 4 enfants, a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus de stade 2 en fin 2023. J'étais traumatisée au fait, parce que déjà je pensais à mes enfants, que je pouvais laisser seuls dans la vie. Et vraiment ça m'a traumatisée. Mais le docteur m'a rassurée, il m'a dit qu'on pouvait guérir de ça. Et c'est là qu'il m'a orientée au CNRAO. Et je suis allée là-bas prendre les renseignements. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Dès lors commence son combat contre la maladie. Le traitement, franchement, je ne peux pas cacher, c'est un traitement vraiment très difficile. Le traitement, comme la chimio, comme ça, le premier jour, quand tu finis de faire, tu te sens bien. Mais c'est le 3e jour, tu commences à faire la diarrhée, tu vomis, tu as mal partout. Et ça m'a fatiguée. J'ai maigri parce que moi-même, j'étais pas grosse avant. Mais franchement, je vous assure qu'il y a des moments même, je n'arrivais pas à marcher seule. Après des mois de traitement intensif, l'espoir est là. Aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens bien. Je n'ai aucun mal. Je ne saigne plus. Ça va. Franchement, ça va. Et je continue de me faire suivre encore au CNRAO. Forte de son vécu, Jeanne encourage les femmes à se faire dépister tôt. Une fois que tu as un petit truc, tu sens une petite malaise ou bien un truc qui n'est pas normal, il faut directement te rendre à l'hôpital pour faire le dépistage, pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est l'ignorance qui a fait que moi je suis restée jusqu'à ce stade-là. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, j'allais laisser mes enfants encore dans la rue. Donc vraiment, j'insiste à ce qu'elles vraiment prennent leur vie entre leurs mains et puis aller dans les centres des hôpitaux pour faire leur dépistage. Le dépistage ne fait pas mal. Tu as fait, au moins tu sais comment tu vis et tu sais aussi comment marcher désormais. C'est encore mieux. En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus est un enjeu majeur de santé publique. Selon les données de Global Cancer Observatory, Global Can 2022, le pays enregistre 2360 nouveaux cas et 1461 décès chaque année. Le mois de janvier est consacré à l'échelle mondiale à la sensibilisation sur cette pathologie. Merci à F. Boué. Pour en discuter, nous recevons sur notre plateau M. Aka Hervé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes secrétaire général de la coalition des organisations de lutte contre le cancer. C'est bien ça. Merci d'être là. Merci. Docteur Anno Dolores Ndiaye. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin de santé publique et responsable de la communication et du programme national de lutte contre le cancer. Exactement. Merci à vous d'être là. Alors, à chaud, madame, monsieur, quelles sont vos réactions après cet élément de reportage? Je commence par vous, monsieur. Espoir pour moi. Espoir, et je voudrais vraiment la féliciter. Jeanne qui a passé cette étape et qui accepte d'en parler à visage découvert, c'est vraiment un exploit et on voudrait vraiment la féliciter. Ça démontre que le cancer du col de l'utérus n'est pas une fatalité parce qu'on a un cas, quelqu'un qu'on voit qui est là, qui témoigne aujourd'hui qu'elle est en rémission aujourd'hui. Donc, il faut encourager. Pourquoi est-ce que généralement les personnes atteintes de cancer sont stigmatisées? Pas stigmatisé, mais beaucoup n'acceptent pas d'en parler à visage découvert. Beaucoup n'acceptent pas d'en parler. Le cancer du col de l'utérus, ça touche l'intimité de la femme, donc ce n'est pas toujours qu'elles acceptent d'en parler. C'est pas évident. Voilà. D'accord. Docteur?
Alors, Jeanne, c'est l'une de nos héroïnes qui collabore avec nous justement pour sensibiliser les autres femmes. Jeanne au cours d'un dépistage au cours d'un de nos projets, a réalisé son dépistage et a été diagnostiquée du cancer du col de l'utérus. Elle était attristée, elle avait peur, mais après, avec l'assurance qu'on lui a donnée, elle a réalisé rapidement le traitement et aujourd'hui, elle est en rémission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être en rémission? Être en rémission, en fait, lorsqu'on termine le traitement du cancer, on déclare guéri après 10 ans, sans rechute. Donc, tout le long d'accompagnement, de suivi, avant les 10 ans, on l'appelle la période de rémission. C'est entendu. Alors, M. Aka-Hervé, alors dites-nous, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le cancer, spécifiquement le cancer du col de l'utérus, est une urgence de santé publique? Oui. À l'échelle mondiale, le cancer, chaque 2 minutes, une femme meurt du cancer du col de l'utérus au monde. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a près de 1400 femmes qui en décèdent chaque année. Donc, on peut estimer à pratiquement 4 le nombre de femmes qui en décèdent par jour en Côte d'Ivoire. Donc pour nous, c'est une urgence et pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est une urgence, un problème de santé publique. D'accord. Alors, est-ce que l'on dispose de données fiables sur les dernières années, docteur? Oui, selon le Global Cancer Observatory, le Globocan 2022, on a eu les données du cancer, ce qui a montré qu'on a eu pour 2022 2360 femmes qui ont été diagnostiquées du cancer du col de l'utérus et environ 1461 qui en sont décédées. En combien de temps? Vous dites? En combien de temps? Pour une année. Pour une année, oui, pour une année. D'accord. Alors, est-ce que sur le terrain, Monsieur Aka, est-ce que le nombre de cas augmente? Oui, on voit le nouveau cas et le nombre augmente parce qu'il y a peut-être 4 ans de cela, on n'était pas à 2000 cas. Donc, le nombre augmente. Mais pour rassurer la population, ce n'est pas alarmant parce qu'on a beaucoup d'activités de sensibilisation, beaucoup d'activités de dépistage. Donc, on va avoir beaucoup de nouveaux cas et puis beaucoup de nouveaux cas, certains même à des stades assez précoces où les chances de guérison sont encore plus élevées. Donc, cela, il serait convenable de dire que par rapport au fait qu'il y a de plus en plus d'outils et puis de structures pour dépister, ça fait qu'il y avait des cas. Donc, c'est maintenant que ces cas sont révélés. Voilà, donc, ça justifie le fait que le nombre était moins élevé. Oui. C'est ça. Si on fait pas beaucoup, quand on ne fait pas beaucoup de dépistage, si on fait pas beaucoup de dépistage, on ne verra pas les cas. Voilà, donc lorsqu'on intensifie les actions de dépistage, beaucoup de femmes viennent et tous les cas pourront ressortir rapidement. Voilà, donc c'est parce que le nombre de cas augmente qu'on va forcément s'inquiéter, mais ça veut dire qu'il y a du travail, on travaille bien et qu'on est en train de faire ressortir tous les cas qui sommeillent en fait. D'accord. Alors, docteur, si vous devez nous caricaturer, avoir le cancer du col de l'utérus, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le cancer du col de l'utérus, c'est la présence des cellules cancéreuses, des cellules anormales qui se propagent de façon rapide. Donc, la présence de ces cellules-là au niveau du col de l'utérus de la femme. Voilà, c'est un peu ça, avoir le cancer du col de l'utérus. Et juste pour compléter aussi ce que M. Aka vient de dire, on a un nombre élevé de femmes qui ont le cancer du col de l'utérus, mais il faudrait savoir qu'au fur et à mesure, on a une réduction du diagnostic tardif. Les femmes viennent, elles ont le cancer, mais elles viennent à des stades plus précoces. Donc, nous sommes passés de 75% de diagnostic tardif à 60% de diagnostic tardif. Et tout ça, c'est grâce à la sensibilisation dont M. Hervé vient de parler, à la sensibilisation au dépistage qui est réalisé depuis ces dernières années. D'accord. Et comment est-ce qu'une femme attrape le cancer du col de l'utérus? Le mode de contamination. D'accord. Le cancer du col de l'utérus, la première cause, c'est une infection au HPV, au Human Papilloma Virus, qui est un virus qui est très répandu. Et après, lorsque la femme a cette infection au cours des rapports sexuels, que ce soit des rapports sexuels pénétrants ou non pénétrants, parce que le virus se situe au niveau des muqueuses de la femme, lorsque la femme a ce virus-là, le virus peut disparaître seul. Il peut disparaître seul sans aucun signe. La femme n'aura pas de démangeaison, elle n'aura pas mal. Mais il arrive des fois où le virus persiste au niveau du col. Et il va persister pendant des années.
pour donner ce qu'on appelle des lésions précancéreuses. Et c'est là ce qui est important dans la sensibilisation. Parce que lorsque la femme, au cours d'un dépistage, nous voyons qu'elle a des lésions précancéreuses, nous pouvons la traiter rapidement. Donc, lorsqu'elle dépasse l'étape de lésion précancéreuse, des années après, 10 ans après, 20 ans après, ça devient un cancer du col de l'utérus parce que ça n'a pas été dépisté et traité. Alors, Monsieur Aka, dites-nous, quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil type de femme plus exposée que d'autres? Est-ce que c'est lié à l'environnement peut-être rural ou citadin? Est-ce que c'est lié à une catégorie socio-professionnelle? Dites-nous. On va dire que toutes les femmes ont, je ne dirais pas la chance, mais ont le même malheur de développer un cancer du col de l'utérus, toutes les femmes. Seulement, on a constaté que chez les femmes séropositives, elles ont 6 fois plus de malheur de développer un cancer du col de l'utérus. Voilà, elles ont toutes les mêmes, je vais utiliser l'expression malheur, toutes les femmes ont le même malheur de pouvoir développer un cancer du col de l'utérus. Par contre, chez les séropositives, elles ont 6 fois plus de malheur de développer un cancer du col de l'utérus. D'accord. Voilà. Et la fourchette d'âge? Quelle est la fourchette d'âge la plus concernée? On peut dire de 25 à 79 ans, avec un pic de 52 ans pour les femmes de la population générale, c'est-à-dire peut-être les femmes qui n'ont pas le VIH positif. 52 ans, autour de 52 ans, et autour de 46 ans pour celles qui ont un VIH positif. Et pour rajouter à cela, il faudrait dire que une recherche qui a eu lieu autour de 2018-2020 a montré qu'on remarque la présence de cancer du col de l'utérus chez les femmes qui ont un niveau de scolarité bas, les femmes qui vivent dans les zones rurales et ou semi-rurales, et aussi qui ont un niveau de financement assez faible. Et ça, c'est dû à plusieurs aspects. C'est pour ça que nous, on travaille à pouvoir apporter l'information aux femmes dans les différentes contrées. On parle de niveau de scolarité bas. Il faudrait articuler l'information pour que cela soit compris par la population, malgré son niveau d'éducation, et aussi faire des informations, la sensibilisation en langue. Donc, nous avons commencé à travailler là-dessus pour pouvoir toucher vraiment les femmes des différentes contrées. Donc, vous voulez dire que les femmes qui ont accès à l'information se font dépister plus spontanément? Ça dépend. Voilà, en termes d'accepter le dépistage, c'est autre chose. On peut avoir l'information, nous avons l'information du dépistage, nous sommes convaincus que cela est bon pour nous, nous acceptons de nous faire dépister. Voilà, c'est plusieurs paramètres pour le changement psychologique des femmes pour l'acceptabilité du dépistage. Nous allons à présent parler des conséquences. Alors, quelles sont les principales conséquences médicales d'un diagnostic tardif? En termes de conséquences médicales d'un diagnostic tardif, il faudrait dire, lorsque la femme elle arrive à un stade tardif, cela réduit ses chances de guérison. Cela augmente le financement pour le traitement. Cela a un poids beaucoup plus psychologique, encore plus psychologique par rapport à une femme qui est arrivée à un stade précoce. Parce que là, celle qui est arrivée à un stade tardif va réaliser beaucoup plus de traitements par rapport à l'autre. Et sincèrement, pour le cancer, désolé, mais pour le cancer du col de l'utérus, ça fait mal de voir une femme arriver au stade tardif. Parce que c'est un cancer que nous pouvons éviter. Nous pouvons éviter comparé au cancer du sein. Voilà, donc vraiment... On va plus sur le dépistage que de penser même au diagnostic et aller au stade de diagnostic tardif. Mais malheureusement, cela peut arriver et puis les conséquences sont lourdes. D'accord. Alors, Monsieur Aka, dites-moi, quelles sont les conséquences que cette maladie pourrait avoir sur la femme d'un point de vue social, familial, sexuel? Qu'est-ce que vous avez été donné de constater? Déjà, familial, c'est un gros fardeau pour la famille, puisque le traitement du cancer est lourd financièrement. Après, une femme, comme Jeanne l'a dit dans son témoignage, à un moment donné, elle a du mal à marcher seule. Donc, ça va demander qu'on immobilise un membre de la famille pour l'aider à faire ses besoins, même à vivre normalement. Si elle a besoin d'eau, il va falloir trouver une fille, une nièce, une soeur, un frère à côté qui va le faire pour elle. Donc, au niveau social, il y a un impact financier. Et puis, ça va agir sur les activités de la famille. Après, on a vu des cas, il faut le dire, où la femme a été rejetée par son homme.
Parce que lorsque le diagnostic n'est pas précoce, quand on passe à un stade avancé, il y a déjà la femme qui va commencer à dégager une odeur. Donc, elle-même a du mal à se supporter parce qu'elle saigne constamment. Donc, régulièrement, elle a du mal à se supporter. Elle va commencer à maigrir. Donc, l'homme qui est là, s'il n'y a pas ce grand amour et tout ça, il peut facilement prendre la porte d'à côté. Voilà, donc il y a des femmes qui ont été divorcées parce qu'elles sont malades. Et puis, avant le diagnostic, on a souvent assimilé ça à d'autres maladies. Voilà, donc c'est tout un tas de problèmes comme ça du genre que nous rencontrons dans la communauté. D'accord. Alors, docteur, parlons de coûts et de prise en charge. Alors, est-ce que, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pris en charge? Est-ce que c'est pris en charge? Je pense qu'on parle de la prise en charge thérapeutique. Est-ce qu'il y a le plateau technique disponible? Alors, il faudrait savoir... Il y a plusieurs aspects, parce que c'est vrai qu'il y a d'abord la prise en charge psychologique, ensuite médicale. Quel est le processus ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire? D'accord, il faudrait savoir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons un plateau technique qui s'est amélioré ces dernières années. Nous avons mis en place des unités. On a une unité d'oncologie qu'on a mis en place à Boaké pour permettre à la population de cette zone de pouvoir justement se faire traiter, ce qui complète le service de cancérologie du CHU de Trècheville et le Centre national de radiothérapie à la Ouattara. Et aussi, on a le Centre national d'oncologie médicale qui va être ouvert à Bassam, qui sera composé de 200 lits avec un plateau technique encore plus amélioré que ce qu'on a aujourd'hui. Alors donc du coup, on peut dire qu'au fur et à mesure, on essaie de mettre tout à disposition pour permettre à la femme de pouvoir réaliser son traitement ici en Côte d'Ivoire. Avant, la dame devrait se déplacer, aller à l'extérieur pour réaliser la radiothérapie et d'autres traitements, mais aujourd'hui, elle le fait ici. Et en termes de prise en charge médicamenteuse, on a aussi aujourd'hui des médicaments qui sont disponibles pour la prise en charge du cancer au niveau de la Côte d'Ivoire. Certains sont payants et d'autres non. Mais cela va dépendre du type de cancer de la femme. D'accord. Alors tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que c'est vraiment dommage que les femmes se fassent dépister tard. Exactement. Apparemment, c'est beaucoup moins fulgurant que le cancer du sein. Vous pouvez me donner des éléments de comparaison un peu? Oui, le cancer du col de l'utérus, c'est au niveau de la partie intime et c'est à l'intérieur. Et on a très souvent confondu à d'autres types de maladies d'infection. Dans la communauté, vous allez entendre les femmes parler de bobo-douma. Et souvent, quand on sensibilise, ce que vous appelez bobo-douma, c'est ce qu'on appelle le cancer, le col de l'utérus. Donc, lorsqu'à du moment la femme commence à se plaindre de bobo-douma, elle devrait en principe aller se faire une consultation. Là où, au niveau du sein, lorsque on va avoir une boule, ça sera palpable, on pourra voir et tout ça. Au niveau du cancer du col, c'est des saignements qui vont venir, c'est des pêtes blanches malodorante, et c'est que la personne qui vit, elle voit, et c'est elle seule, et elle a honte d'en parler autour d'elle. Voilà, jusqu'à ce qu'elle commence à constater que ça commence à avoir un impact sur sa santé générale. Voilà, donc c'est ce qui fait que sinon, au niveau médical, le cancer du col de l'utérus est accessible. On peut facilement regarder, placer un spéculum, voir l'aspect du col, savoir s'il y a des lésions précancéreuses ou pas. Malheureusement, il faut que la femme vienne au centre de santé pour qu'on puisse voir. Voilà. Donc, c'est vrai que normalement, en termes de dépistage, il est plus accessible, plus facile à voir que le sein où il faut forcément peut-être soit faire un prélèvement, bien ouvrir pour voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez des différents centres dédiés dans différentes villes. Mais quelle est la stratégie nationale pour, donc par définition, pour que partout, enfin un peu partout, les femmes puissent facilement avoir accès aux consultations? Accès au dépistage. On parlera du plan national d'élimination du cancer que nous avons mis en place au niveau du ministère de la Santé. Alors, dans ce plan-là, justement, je vais plus m'articuler sur l'aspect dépistage. Nous travaillons à créer ce qu'on appelle des unités d'oncologie dans les 10 pôles régionaux d'excellence de la santé. Sous la coupole du ministre de la Santé, ça fait partie vraiment de ses priorités de travail. Alors, c'est d'ouvrir ces centres-là pour permettre aux femmes d'avoir l'accès aux soins. Alors, un autre point, c'était l'accès au dépistage.
Pour l'accès au dépistage, justement, on a formé des sages-femmes. Les sages-femmes sont formées. On a fait au niveau de la formation de base à l'INFAS pour permettre aux sages-femmes, lorsqu'elles sortent de l'école, de connaître, de savoir comment on fait le dépistage. Et lorsqu'elles sont orientées vers un centre de santé, elles pourront dépister la femme là où elles sont. Et cela nous permettra justement d'augmenter les sites de dépistage. Aujourd'hui, nous avons environ 272 sites sur tout le territoire ivoirien qui permettent d'avoir accès au dépistage, mais avec la stratégie que nous mettons en place, nous pourrons augmenter le nombre de sites de dépistage. Et est-ce que vous avez des cellules de prise en charge psychologique? Parce qu'on a bien compris d'abord le mal-être physique, mais le mal-être également psychologique. Oui, pour le mal-être psychologique, je vais aller sur 2 points. Le premier point, il y avait vraiment cette nécessité de pouvoir avoir un volet psychologique au niveau des centres de prise en charge, et le CNRAO l'a bien réalisé. Il y a un service de psychologie qui accompagne justement les femmes qui font le traitement. À côté de ça, nous avons aussi avec la ligne verte du ministère de la Santé, le 143, où il y a des psychologues qui ont été formés. Nous les avons formés sur les bases de la prévention du cancer afin qu'ils puissent aussi accompagner les femmes avec une information pour montrer aux femmes qu'elles peuvent appeler quand elles se sentent mal. Et après ça, il y a d'autres aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler avec le Programme national de santé mentale pour bien peaufiner ce programme d'accompagnement psychologique. D'accord. Alors, Monsieur Aka, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Alors, on a entendu, pour le plus grand plaisir, savoir qu'il y a plus de 200. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine inégalité par rapport à l'accessibilité, par rapport à ces différentes zones, par rapport au coût, par exemple? Le problème du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire, c'est l'accessibilité, aussi bien géographique que financière. Donc géographique parce que, comme le docteur Arnaud l'a dit tout à l'heure, on a au public 3 endroits où on peut faire la prise en charge des malades du cancer. Donc le CHU de Treichville, le CNRAO et le CHU de Boaké pour toute la Côte d'Ivoire. Et après, il y a le coût du traitement qui est aussi élevé. Voilà, donc ça fait que même quand les ONG, parce que nous, la Côte d'Ivoire, c'est 30 organisations que nous avons qui parcourent toute la Côte d'Ivoire, fait la promotion des sites qui existent déjà, parce que lorsque nous allons dans la communauté, c'est dans ces sites que nous organisons des activités et ça permet aux populations de revenir les années qui suivent, se faire dépister dans ces endroits-là. Donc même quand nous allons pour faire des dépistages, aujourd'hui, la question que la population pose, c'est lorsque je suis dépisté positive, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, et c'est l'une des raisons qui freine beaucoup de femmes au dépistage, de savoir que si je suis diagnostiqué, on me dépiste un cancer du col de l'utérus, est-ce que je pourrais être traité gratuitement? Et donc on les rassure pour dire que déjà, lors du dépistage, ce n'est pas un cancer qu'on va avoir, ce sont des lésions précancéreuses qu'on va avoir. Et Dieu merci, il existe des appareils aujourd'hui qui permettent de faire ce traitement-là en moins d'une minute. En moins d'une minute, ce sont des appareils qu'on peut transporter partout. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand les ONG vont dans les villes de l'intérieur pour organiser des campagnes de dépistage et qu'on trouve des lésions précancéreuses, on les traite sur place. D'accord. Voilà, on les traite sur place. Voilà, donc l'erreur qu'elles feront, c'est de ne pas venir au dépistage. C'est ce que nous leur disons. L'erreur, c'est de ne pas venir au dépistage. Parce que comme le cancer du col de l'utérus est asymptomatique, il n'y a aucun signe qui dit que je suis porteuse du virus ou pas. Je ne sais pas moi-même, sauf si j'ai fait un dépistage. Donc, si je reste à la maison, je ne saurais pas que j'ai le virus. Or, peut-être que j'ai le virus qui a commencé à faire des lésions. Donc, si je viens au dépistage, on saura et on pourra me traiter maintenant. Mais si je ne viens pas maintenant, ça peut devenir un cancer du col de l'utérus à un niveau plus élevé où on ne peut plus faire un petit traitement. Voilà. C'est entendu. Alors, nous sommes déjà aux solutions, aux perspectives envisagées. Alors, il y a un vaccin qui est disponible actuellement. Oui. Disponible en Côte d'Ivoire aussi? Oui, disponible en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons lancé, avec le programme élargi de vaccination, qui avait le lead à lancer justement une grande campagne de vaccination avec le vaccin, comment on appelle ça, le vaccin bivalent. Si je veux, bivalent. Et on a vacciné environ 3 millions de filles âgées de 9 à 18 ans. 9 à 18 ans. Oui. Donc vous sensibilisez énormément dans les environnements scolaires? Exactement, on sensibilise dans les environnements scolaires en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et surtout au cours des campagnes.
surtout au cours des campagnes, les sensibilisations sont réalisées. D'accord. Alors, on a tout de suite un peu peur en se disant, est-ce qu'il y a assez de recul pour le vaccin? C'est dans quelques années qu'ils vont découvrir qu'il y a des effets secondaires et tout. Est-ce que, je veux dire, c'est un vaccin qu'on utilise, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, sur des décennies, par exemple? Oui, en fait, il faudrait savoir que le vaccin actuellement qui est utilisé dans beaucoup d'autres pays. On a certains pays qui ont montré l'exemple. On a le Kenya où la majorité des femmes ont été vaccinées. Oui. On a l'Australie qui commence à avoir de bonnes données de régression des cas du cancer du col de l'utérus. Donc, le vaccin je ne sais pas si je vais employer le terme bon, mais les risques sont assez faibles. Voilà, à 80, on va dire 98% des cas, ce vaccin est un bon vaccin qui pourrait nous aider à éliminer le cancer du col de l'utérus. D'accord, nous sommes quasiment au terme de notre entretien. J'allais juste vous demander, là on a parlé de la jeunesse relative, mais une femme qui a passé la cinquantaine qui nous écoute, elle peut se faire vacciner? Une femme qui a passé la cinquantaine, on va plus lui demander de faire son dépistage. Elle fera le frottis. Voilà, on lui demandera d'aller faire son frottis cervico-vaginal. Votre mot de fin en quelques secondes, s'il vous plaît. Déjà, je voudrais vous dire merci. Remercier la direction générale de la RTI, au nom de la présidente de la coalition des organisations de lutte contre le cancer, Fatou Fadiga, et dire qu'aujourd'hui, pour nous, le challenge, c'est de pouvoir faire face au fardeau du cancer. Notre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre en place un fonds, le Fonds national de lutte contre le cancer, qui va permettre de financer la lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment le gros défi pour nous. Et je voudrais vraiment vous dire merci de nous permettre de passer le message de la sensibilisation et du dépistage du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. Merci. Docteur Anno Dolores Ndiaye, vos derniers mots, s'il vous plaît. Au nom du directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, je voudrais dire merci à la RTI qui nous a permis de parler du cancer du col de l'utérus. Et il faudrait signifier qu'au niveau du programme cancer, au niveau du ministère de la Santé, nous avons mis en place un plan national d'élimination du cancer du col de l'utérus qui a été évalué pour ensemble pouvoir réduire les cas de cancer. Et nous appelons vraiment à contribution. Nous appelons vraiment à contribution toutes les personnes, tous les volontaires qui souhaiteraient justement participer à cette lutte, de venir vers le programme national de lutte contre le cancer pour qu'on puisse partir dans les différentes contrées, sensibiliser, dépister les femmes et apporter le traitement adéquat. Je remercie madame, monsieur d'être venus sur notre plateau. Le cancer du col de l'utérus, vous l'avez bien compris, ce n'est pas une fatalité. Informer, prévenir, on l'a dit, dépister, à temps peut sauver des vies. Madame, monsieur, infiniment, merci de nous avoir suivis. Puis, mesdames, nous avons tout ce qu'il nous reste à faire. Bonsoir.